Bonjour à tous, bienvenue dans Alors on change, l'émission qui dépasse les constats alarmants sur l'état de la planète. Et on va s'intéresser à un événement qui s'est produit chez nous en juillet dernier. La catastrophe naturelle la plus meurtrière que la Belgique ait connue à ce jour. Des inondations sans précédent qui ont fait 41 victimes et dans lesquelles de nombreuses personnes ont tout perdu. Alors près d'un an après, on va voir ensemble quelles leçons on a tirées de ces événements et surtout comment on envisage l'avenir. Au-delà de cette émotion qui est encore très forte aujourd'hui, assez rapidement après les inondations, on a cherché à pointer un responsable. Et peut-être que comme moi, vous avez été marqué par ces mots tenus par notre Premier ministre, Alexander De Croo. C'était en novembre, à la conférence des Nations Unies pour le climat. Le changement climatique est là et il est arrivé avec vengeance. Les incendies qui ravagent nos forêts, les vagues de chaleur qui ravagent nos cultures et assèchent nos réserves d'eau potable, les inondations dans nos villages, les 41 personnes qui ont péri dans ces inondations dans mon pays en juillet dernier, les premiers citoyens belges victimes du changement climatique. Très clairement, il attribue ces inondations au dérèglement climatique et c'est de ça que j'ai eu envie de parler avec un climatologue. Il m'a donné rendez-vous à une trentaine de kilomètres d'ici, au sommet de la Belgique. Bonjour Sébastien. Salut Gwen. Bon, tu m'as donné rendez-vous ici, au Mont Rigi, sur le plateau des Hauts-de-Fagne. Pourquoi c'était important qu'on se retrouve à cet endroit? Et parce que c'est une des stations météo les plus complètes qu'on a ici en Belgique et c'est surtout la station météo la plus haute de Belgique. Alors ceci, c'est un des pluviomètres qui est situé sur le plateau des Hauts-de-Fagne et qui a enregistré le plus de précipitations durant l'épisode des inondations de juillet 2021. Donc ici, on a enregistré un peu plus de 200 mm sur 3 jours, ce qui est considérable parce qu'on est pratiquement sur 2 mois et demi de précipitations d'un mois de juillet normal, quoi. Tu parles d'un événement considérable. Est-ce que scientifiquement, on peut l'attribuer au dérèglement climatique? Alors en partie, oui. Donc ici, on avait affaire à un événement météo qui est lié à la circulation atmosphérique du jour, je vais dire, ou des quelques jours. Mais ce qu'il y a, c'est que ce type d'événement extrême et l'intensité que ça a produit, ça, il y a une partie qu'on peut effectivement attribuer au réchauffement climatique. Et donc sans réchauffement climatique, on aurait par exemple eu moins de précipitations que les 200 qui ont été enregistrées ici. Donc étant donné que les dérèglements climatiques s'intensifient, est-ce qu'on doit s'attendre à vivre ce genre d'événement plus régulièrement? Alors les premiers résultats qui sortent des études pour ce type d'événement-ci, c'est que la réponse est dépendante du scénario de réchauffement sur lequel on va se trouver. Si on est sur un scénario de fort réchauffement, eh bien on va avoir ce type d'événement-ci beaucoup plus fréquemment dans un futur proche, mais avec peut-être une intensité supérieure. Et si on est sur un scénario de faible réchauffement, eh bien ce type d'événement-ci va être moins intense et plus loin dans le futur. Donc le choix du scénario sur lequel on va se trouver va être fortement dépendant du type de précipitation qu'on va recevoir dans le futur. Sébastien, en tant que climatologue, ces inondations de juillet dernier, est-ce qu'elles ont fait office d'électrochoc pour toi? Mais pas vraiment. Par contre, elles m'ont vraiment impressionné parce que je suis allé justement sur le terrain pendant ces 3 jours dramatiques. J'ai vu à la fois l'énergie des flots, ces flots qui dévastaient tout, et en même temps la détresse des populations sur place. Alors c'est vrai que sur le moment c'était très impressionnant, mais c'est pas vraiment un électrochoc parce que justement on s'y attendait, nous climatologues. Ça fait des dizaines d'années, des décennies que le GIEC annonce que ce type d'événement extrême va se produire, et voilà, il se produit. Et donc forcément on ne savait pas que ça allait être de cette ampleur-là, hein, on est bien d'accord, mais on savait que ce type d'événement-là était probable dans un futur assez proche. Et c'est pas la première fois, finalement, on a eu d'autres événements en Belgique qui sont liés au dérèglement climatique. Oui, c'est pas du tout le premier événement lié au réchauffement climatique. À partir de 2015, en fait, on a une canicule tous les ans. Alors qu'avant 2015, on avait une canicule tous les 4 à 5 ans. Et ça, en fait, c'est réellement le premier signe du réchauffement climatique ici en Belgique. Le premier signe, en tout cas, palpable par la population, et qui a provoqué des morts. Et puis, il y a aussi les sécheresses. Les sécheresses qu'on cumule comme ça de plus en plus.
Et justement, cet effet d'augmentation de fréquence de sécheresse ici en Belgique, en fait, c'est un autre signe du réchauffement climatique. Et puis alors, le troisième signe, ce sont les inondations de juillet 2021. Le message que tu as envie de faire passer aujourd'hui, c'est quoi? Maintenant qu'on sait et on voit le réchauffement climatique, eh bien maintenant il faut vraiment passer à l'action, quoi. Il faut arrêter d'attendre et de reporter toujours à plus tard. Cette question de l'adaptation, on va la prolonger avec un urbaniste qui connaît par cœur toutes ces différentes vallées. Cet homme, c'est Joël Privot. Il fut l'un des premiers à cartographier la catastrophe avec son appareil photo et notamment ici, à Verviers, quand la Vesdre est montée de plusieurs mètres. Bonjour Joël. Bonjour Guénel. Tu m'as donné rendez-vous ici. C'est un endroit important pour toi. Exactement, c'est vraiment le premier endroit auquel j'ai pris les photos le jour des crues, le 15 juillet au matin. On avait reçu les messages d'alerte et je me suis dit il faut vraiment que je vienne à cet endroit-ci pour voir ce qu'il en est. C'est l'endroit le plus explicite dans Verviers, me semble-t-il. C'est un endroit qui a beaucoup souffert aussi. C'est un endroit qui a énormément souffert. On est dans des quartiers les plus denses de Verviers et c'est là où l'eau est montée le plus possible puisque comme tu le vois, les berges de la rivière sont très contraintes et donc automatiquement l'eau n'a d'autre choix que de déborder sur l'habitat alentour. Et ici, concrètement, Joël, il y a moyen de penser les choses différemment. Exactement. Nous sommes au centre névralgique de Verviers. C'est l'endroit où on peut vraiment travailler sur la problématique de l'eau, mais pas que. Ici, comme tu vois, l'espace et les habitats sont très denses. La population, elle a besoin d'avoir des espaces verts. Elle a besoin de pouvoir avoir une qualité de cadre de vie et de sécurité. Et donc là-bas, je vais t'emmener. Il y a un endroit qui est vraiment très illustratif d'intervention que l'on peut faire à l'avenir. Okay. Je t'en prie. Joël, c'est le parking qui est là derrière. Exactement, Gonel. Donc ici, dans toute la vallée, nous avons une série de ventres mous, comme appellent les urbanistes, qui vont permettre justement d'élargir le lit de la rivière pour qu'en cas de débordement, l'eau puisse vraiment prendre cet espace-là et éviter de déborder chez les habitants. Donc urbanistiquement, ça veut dire qu'on prévoit des zones inondables ? Exactement. Donc ce sont des zones qui peuvent être submersibles pour permettre à l'eau de s'étendre en cas de besoin. Et quand on dit une zone submersible, ça veut dire quoi concrètement? Ça peut ressembler à quoi? Dans ce cas-ci, quand on a des parkings comme ceci, quand on a des autres berges, l'idée c'est de rabaisser le niveau de ces espaces-ci pour s'approcher tout près du niveau de l'eau, de ne pas les laisser en tant que parking, mais plutôt les transformer en tant que parc, en tant qu'autre infrastructure sportive ou autre, pour permettre à l'eau de venir s'étendre dessus, mais sans causer de dommages aux infrastructures qui sont dedans. Et ça présente d'autres intérêts aussi? Tu parles de zones vertes, j'imagine que ça a d'autres intérêts pour la population? Tout à fait, il faut aller au-delà de la problématique hydraulique, il faut voir la problématique urbanistique dans son ensemble. Ici on est au cœur d'une ville, on sait qu'il y a des problématiques d'îlots de chaleur urbain, donc en été il y a une augmentation manifeste de la température des milieux urbains. Mettre un parc urbain en plein centre-ville permet justement de réduire la température des gens, de ventiler les gens, et surtout aussi ça permet d'apporter de la qualité des espaces de vie pour tous les gens qui vivent ici, qui sont des milieux denses où tout le monde n'a pas nécessairement un jardin chez soi. Tu parlais de créer donc des zones inondables. Est-ce que selon toi, tu dis qu'il y a plusieurs ventres mous, c'est quelque chose qui est reproductible à plusieurs endroits au niveau de la vallée ici? Tout à fait. Sur les 60 km de la vallée de la Vesdre, on a toute une série de sites comme ceci en milieu urbain, parfois très profonds comme ceci, on a plus ou moins 40 mètres sur lesquels on peut jouer, parfois c'est juste que 10 mètres. Tout ce qui existe est bon à prendre justement pour permettre la rivière de s'étaler et limiter les dégâts sur les deux rives. Joël, on est un peu sorti de Verviers, de la ville donc, parce que les mesures d'adaptation dont tu parlais, elles se prennent partout en fait, pas juste en ville. Exactement, c'est ce qu'on appelle le concept de vallée solidaire et même de bassin versant solidaire. Toutes les actions qui vont se passer en amont vont avoir des répercussions en aval. Tout ce qui se passe sur les plateaux va avoir des répercussions dans les versants. Il faut complètement avoir cette vision globale et systémique de voir où est-ce qu'on peut intervenir et quels vont être les impacts sur tout ce qui se passe après ou avant. Mais donc concrètement, ici, quelles sont les mesures qui pourraient être prises ?
Ce que tu vois ici, c'est une immense zone inondable. La Vesse se trouve juste derrière. Lors des inondations notamment, tout ceci avait été rempli d'eau en grosse partie. Et tout l'intérêt, c'est de réfléchir à conserver un minimum cette zone-là pour des futures inondations, pour que l'eau puisse s'étendre. Et à nouveau, on travaille sur deux principes, c'est la réduction de la vitesse de l'eau et la réduction de la hauteur d'eau. Ici, quand l'eau arrive dans ce méandre-là, elle va s'étaler, elle va réduire la vitesse, donc limiter les impacts qui sont par la suite en aval. Et en réduisant la hauteur d'eau, ça aussi réduit les impacts en aval. Donc il faut absolument conserver cette zone inondable et peut-être même amplifier cette zone inondable pour le moment qui est le long de la rivière. Or actuellement, cette zone-ci, c'est une zone constructible. Exactement. Au niveau du plan de secteur, comme on peut le voir ici sur la carte, on a 8 hectares de ce méandre-ci qui est repris en zone d'habitat à caractère rural et qui peut être constructible. 8 hectares, c'est grosso modo entre 200 et 240 logements qui pourraient être construits ici. Donc je te laisse imaginer d'une part l'impact que ça pourrait avoir pour les gens qui viendraient construire ici et d'autre part les impacts qu'il pourrait avoir pour les suivants. Parce que tout habitat qui viendrait se mettre ici va prendre la place de l'eau. Et donc automatiquement ça va impacter les gens qui seront en aval par la suite. Donc c'est exactement ce concept de vallée solidaire que tu nous expliquais juste avant. Ici, il faut constamment que les communes soient en contact les unes avec les autres pour bien comprendre les impacts qui vont se passer lors de leur prise de décision. Est-ce que urbanistiquement, ça peut quand même avoir un sens de vivre à côté d'un cours d'eau ou d'une rivière? Historiquement, ça fait 2 siècles que les Girons habitent au bord de l'eau. On ne peut pas se dire qu'on va raser toute la vallée de la Vesse, c'est un non-sens total. Vivre assez proche d'un cours d'eau, ça a du sens. Maintenant, il faut bien accepter de vivre avec le risque. Et c'est une nouvelle notion. Les gens avaient perdu l'habitude de vivre avec le risque. On sait qu'un cours d'eau peut déborder tous les 20 ans, tous les 50 ans, tous les 100 ans, et ainsi de suite. Il faut en être conscient. On peut vivre à côté, mais adapter sa maison. Par exemple, éviter d'avoir les compteurs électriques qui se trouvent au rez-de-chaussée. Éviter les citernes à mazout, les installations de gaz, tout au rez-de-chaussée. Prévoir des systèmes d'évacuation des gens ou des zones refuge dans l'habitat, c'est envisageable.